On va avoir 1h30 ensemble. Je vais vous dire rapidement ce qu'on fait chez Questio. Notre métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des startups, des PME, avec une forme de conseil. On a essayé un peu de changer les pratiques habituelles de consulting pour les rendre accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Je vous laisse aller voir tranquillement le site pour ceux qui veulent en savoir plus. Ce n'est pas l'objet ce soir de la réunion. En fait, ce qu'on va voir, mais comme toute activité commerciale, c'est que si on ne l'organise pas, c'est une activité en aveugle qui consomme un temps masqué incroyable et qui fait qu'on peut se retrouver en bossant comme des dingues et en ayant des cernes affolantes le vendredi soir, se retrouver plusieurs mois plus tard en n'ayant pas de résultat alors qu'on y a consommé énormément d'énergie. C'est ça qui est dur dans la prospection. Autre chose qui est dit, en fait, il faut s'imaginer un pêcheur qui part en mer, il met son bateau à un endroit, il ne sait pas du tout où sont les poissons, il met son filet, il espère juste que ça va prendre et il ne sait pas combien de fois par jour il faut le faire ou combien de fois par semaine il faut le faire. Il ne sait pas où se positionner et il ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, il y a un côté un peu en aveugle qui est très déstabilisant parce qu'on a l'impression qu'on va y passer énormément d'énergie et qu'on ne va pas pouvoir canaliser cette énergie vers justement quelque chose qui vraiment va donner de l'activité. Vous allez voir aussi quelque chose que vous avez sûrement dû découvrir, c'est que face à la prospection, on développe tous des positions antalgiques. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que ça ne se produise pas. Donc on se contorsionne toute la journée pour que l'heure de prospection qu'on avait mise dans l'agenda disparaisse et qu'on puisse trouver quand même quelque chose de vachement plus sympa. Et c'est pour ça que je suis étonné qu'il y ait autant de monde qui vienne, parce que déjà juste de venir là, c'est waouh, c'est pas quand même un sujet très glamour que de venir parler de prospection. Parce qu'il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Génial, je vais prospecter, c'est quand même super. On a passé un super week-end hyper ensoleillé à Paris. C'était fabuleux. Lundi, tu fais quoi? Génial, je fais encore un truc encore mieux que de profiter du week-end au soleil. Je vais prospecter toute la journée. » Ça, je n'ai pas encore rencontré. Et du coup, ça veut dire que naturellement, personne n'a envie de faire ça. Donc si on doit en faire peu chaque mois, autant que ce soit quand même le plus intelligent possible. Ce qui est intéressant par rapport à la prospection, il y a 10-15 ans, avant le digital, avant les réseaux sociaux, c'est qu'on peut le faire de manière beaucoup plus intelligente que l'image qu'on peut en avoir du Jean-Claude Convenant qui prendrait son annuaire des pages jaunes et qui commencerait à appeler comme un bourrin toute l'après-midi. Un peu la version Jean-Claude Duss de la drague, ça finira bien par se produire. Heureusement, vous allez voir qu'on peut y mettre une grosse partie d'intelligence pour que la partie pas très fun soit quand même plus efficace et qu'au final, surtout, parce que vous vous êtes levé le matin, c'est pour résoudre des problèmes, c'est pas pour prospecter. La prospection n'est qu'un moyen pour au final parler avec des gens, créer de la valeur et pouvoir à un moment avoir de l'impact sur ce que vous allez faire. Donc on va mettre un peu de lumière dans le tunnel, on va mettre un petit peu de méthodo, de processus. Premier sujet qui est important, alors il y en a qui ont déjà un peu de chiffre d'affaires, peut-être un tiers de l'audience qui a déjà un peu de chiffre d'affaires. Première chose qu'il faut se dire, c'est quel est l'objectif que j'ai, par exemple, à 12 mois. Si je fais 100 000 € d'activité, que je veux faire 200 000 € l'année prochaine, supposons, j'ai 100 000 € à aller chercher. Première chose à évaluer, c'est déjà combien mes clients actifs peuvent produire sur ces 100 000 € de plus à aller chercher. Parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'aller faire plus d'activités avec vos clients actifs, avec vos partenaires, avec ceux que vous connaissez déjà, qu'avec des gens qui ne vous connaissent pas du tout. Bienvenue. Donc, premier sujet qu'on va rapidement mettre de côté parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est juste de se dire, retenez que c'est plus facile de faire plus d'activités avec vos clients actifs et donc essayez de savoir combien eux peuvent contribuer en plus. Une fois que vous saurez combien eux peuvent faire, le reste, ça va effectivement être de la prospection. Ça va donc être de la facturation de nouveaux clients ou nouveaux partenaires. Là, le sujet qui est important, vous allez voir qu'on a trois éléments clés pour faire une bonne prospection. C'est un bon ciblage, une bonne quantité d'action et une bonne qualité d'action. À la rigueur, je pourrais quasiment m'arrêter là et dire apéro pour tout le monde. Parce qu'une fois qu'on a dit le bon ciblage, qu'on a dit la bonne quantité d'action et qu'on a dit la bonne qualité, on a traité les 3 sujets les plus importants. Et du coup, on va les reprendre un par un pour y rentrer. Le sujet de l'effort, il est important, c'est de se dire il faut faire ce qu'on appelle une remontée de pipeline. Ce n'est pas très joli, mais ça se dit comme ça.
En tout cas, je le dis comme ça. Combien je veux en signer? Supposons que je veuille en signer 10 à 10 000. Ça me fait ce que je veux obtenir. On va remonter d'un cran et se dire combien ça fait de propositions. Et là, on va avoir un taux de transformation, qui est un coefficient multiplicateur. Si j'en gagne 1 sur 3, sachant qu'évidemment, comme vous êtes en train de démarrer, vous ne savez pas encore trop, mais vous pouvez faire avec votre intuition. Si j'en gagne 1 sur 3, ça veut dire qu'il faut multiplier par 3 le nombre de propositions. Donc il faut 30 propositions pour 300 000 euros. 30 fois 10 000. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir 30 propositions. Pour avoir 30 propositions, on peut se dire qu'à nouveau, vous en perdez peut-être un tiers. C'est-à-dire qu'à la fin des rendez-vous de découverte, il n'y en a qu'un tiers qui vous dit « ouais, je suis intéressé pour aller plus loin ». Donc là, on refait x3. Et vous allez voir, je vais vraiment casser l'ambiance, mais ce n'est pas grave, ça vaut le coup. Donc on est à 30 propositions pour 300 000 euros. Là, les 30 propositions, ça va être x3, ça veut dire 90 rendez-vous de découverte. Vous savez, les ratios d'obtention de rendez-vous sur un nombre ce qu'on appelle taper dans le dur. Vous savez à peu près, quand on passe 10 appels, combien on a de gens qui répondent? 1. Alors là, vous avez été dur, c'est qu'ils répondent, mais même qui acceptent le rendez-vous. Supposons qu'on reste sur 1 sur 10 qui acceptent le rendez-vous. Je fais simple. J'enlève ceux où ce n'est pas le bon numéro, j'enlève ceux qui ne veulent pas répondre. Sur 10, il y en a un qui accepte le rendez-vous. Ça veut dire que pour avoir 90 rendez-vous, il va falloir multiplier par 10. Et donc on arrive à 900. Et donc là, on voit que c'est un sujet évidemment d'organisation. Parce que si on n'a pas ça en tête dès le début, en fait, ça veut dire qu'on part un peu en pleine mer sans trop savoir ce qu'on veut atteindre, et puis pourvu que ça le fasse. Donc maintenant que je vois les mines s'assombrir, la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, il y a de la méthodo et qu'on va pouvoir essayer de faciliter ça. Donc là, on a un premier sujet, c'est que ça va nous permettre de mesurer l'effort. Et évidemment, plus on sera meilleur à l'intérieur des taux de transformation, moins on en aura besoin en haut. Ce qui est intéressant, c'est aussi que si on a un marché de 100 partenaires cibles potentiels, ça veut dire aussi, quelque part, qu'on ne va pas pouvoir être sur ces ratios de conversion. On va peut-être en transformer dans ce cas-là et qu'on devra tout de suite activer un levier plus quali. Parce que plus on est quali, moins on a besoin de quantité. Au début, dans ce qu'on appelle l'entonnoir, ce qu'on appelle le funnel, l'entonnoir, ça dépend des approches, en fait, vous en avez beaucoup plus en haut parce que c'est plutôt des maths. Et puis quand on commence à avoir le premier rendez-vous, là on joue un facteur de qualité, c'est la qualité de votre questionnement, c'est la qualité de votre offre. Et ces derniers critères, c'est est-ce qu'en face, ils en ont besoin à ce moment-là. Et donc là, vous allez pouvoir être sur quelque chose qui est un peu plus maîtrisable, en tout cas sur lequel vous allez pouvoir faire rentrer autre chose que simplement des maths. Qui a déjà construit son effort pour mesurer le nombre d'appels à passer? 1, 2, alors ça fait combien dans votre cas? Moi je suis à plus de 1000 appels. Plus de 1000 appels, ok. Pour 146 clients. Pour signer 146 personnes d'ici juillet. D'accord. Mais non, moi je suis sur des petits chiffres. Ok, mais ça fait déjà 1000 actions sortantes, 1000 fois un appel auprès d'une cible. Ouais. Ok, d'accord. Oui. En fait, pour une cible, ça fait à peu près 700 appels. Oui, Ou, tout confondu. tout mélangé, quoi. Oui. Pour avoir atteint l'objectif commercial à fin décembre. Ah non, l'objectif commercial à la fin décembre, je sais pas. Alors voilà, désolé, du coup, on voit que c'est des sujets pas faciles parce qu'en plus, je vais rajouter une contrainte, c'est le temps de vente. Parce que si c'est 6 mois, tout ce que vous allez commencer en juin ne sera que pour 2020. Donc ça implique de s'y prendre assez tôt, ce qui veut dire qu'il y a une forme de courbe qui consiste à surinvestir, un peu comme quand on est à Montmartre en vélo, c'est qu'on surinvestit pour se mettre en route, parce que ça va être un effort qui va se lisser ensuite. Mais vous avez forcément un effet de courbe exponentielle au début en termes d'effort pour qu'ensuite ce soit un plateau. Et ça, pour accompagner beaucoup d'entrepreneurs, ils ont tendance à diviser le nombre de mois et à diviser le nombre d'appels, en disant 70 par mois. Le problème, c'est que les appels du mois de novembre, en fait, c'est du business de 6 mois plus tard potentiellement, ou peut-être de 3 mois plus tard. Donc ça veut dire que très souvent, il faut vraiment se dire, j'ai peut-être les 2 tiers de mon activité qui sont sur mes premiers mois, et donc dans la répartition des rôles dans une équipe de fondateurs, d'entrepreneurs, ça veut dire qu'à un moment, il y en a vraiment un ou deux qui devra réellement
avoir alloué son temps, on le verra tout à l'heure, sur les sujets d'organisation, mais c'est-à-dire qu'à un moment, il faudra forcément commencer par quelque chose qui est super important, c'est que l'activité de prospection, c'est la seule qu'on programme dès le début du mois par défaut. Parce que si vous laissez votre cerveau programmer des activités intéressantes, vous aurez effectivement plus de temps pour la prospection. Ça veut dire que la prospection va devenir une variable d'ajustement du reste. Donc pour pas que ça devienne une variable d'ajustement, il faut forcément calculer son effort nécessaire et ensuite allouer dans l'agenda, par défaut, que pendant ces créneaux de 2 à 3 heures, à fréquence donnée, il ne puisse rien se passer d'autre. Pas d'email, pas de téléphone entrant, aucune autre activité qui viendrait déranger ce qu'il y a de plus important, parce qu'en fait, c'est votre chiffre d'affaires de dans 6 mois. Il y a un proverbe chinois qui dit quand est-ce qu'il faut planter un arbre ? Il y a 25 ans et aujourd'hui. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on attend un jour, en fait, on recule l'échéance après. Donc le sujet, là, on voit que c'est important de calculer la remontée d'effort, la remontée de pipeline, parce que ça va vous permettre simplement de vous dire, OK, quand est-ce qu'on démarre ? Pour quel niveau d'effort ? Pour quelle fréquence ? Et il y a beaucoup d'idées. Vous savez qu'on ne manque pas d'idées en France, et que les startups, le vrai écueil, ce n'est pas de manquer d'idées, c'est de manquer de clients. Et ce n'est pas forcément simple à entendre, parce que quand on a envie notamment de changer le monde, quand on est dans des environnements comme les vôtres, où la fonction commerciale, c'est vraiment pas ce qui vous anime, c'est que vous n'êtes pas sur le fait de dire je vais avoir du business, je vais avoir des clients, et puis c'est mon objectif. Vous avez quelque chose qui dépasse un peu cette dimension-là. Et donc le sous-jacent qui est purement business, naturellement, il ne vous vient pas spontanément parce que ce n'est pas le sujet. Or, vous passez dans un flux qui, néanmoins, à la fin, revient à des contraintes très classiques d'effort, d'allocation de temps, d'organisation. Donc une fois qu'on a son effort, et vous m'arrêtez s'il y a des questions, une fois qu'on a son effort, ça va permettre de se dire, premier sujet, mes cibles. Mes cibles, en France, il y a 10 millions de sirettes. À l'intérieur, il y a des artisans, des micro-entrepreneurs. Il y a 3 millions d'entreprises qui ont plutôt des formes juridiques classiques. Et donc, ça veut dire qu'évidemment, vous ne pouvez pas adresser 3 millions d'entreprises. Donc, il va falloir faire une première étape qui est super importante, qui va être de segmenter vos clients. Pour segmenter vos clients, on va utiliser quelque chose de très simple. C'est de lister des critères qu'on va borner de la manière la plus précise possible pour caractériser votre client idéal. Caractériser son client idéal, pour le faire, on va utiliser à nouveau 2 sous-éléments, mes atouts et mes attraits. Un attrait, ce serait de se dire, je vais cibler une entreprise de plus de 1000 personnes. Parce que je me dis, ils ont plus d'argent, donc ils vont mieux acheter mes services. Je vais prendre un exemple très concret qu'on avait accompagné, une entreprise qui voulait lancer des boissons énergisantes bio. Qui me dit, j'ai commencé à prospecter tous les grands distributeurs, Carrefour et autres, qu'on connaît. Ça fait 3 mois que je suis dessus, ça n'avance pas, je me fais balader de service en service et c'est super compliqué. Et on commence à creuser. En fait, elle peut produire peut-être 1000 bouteilles par mois. Elle est capable de les livrer en fait, facilement à 50 km autour de l'usine de production. Donc, quand on regarde la réalité de ces atouts versus les attraits, oui, c'est sûr que cibler Carrefour, si elle le rentre avec le deal de Carrefour, elle se dit c'est génial, j'ai fait Carrefour. La réalité, c'est qu'elle ne peut pas traiter les besoins de Carrefour qui va demander une livraison tous les jeudis matins de 6 à 7 pour réassortir toutes les semaines pour 10 000 bouteilles par semaine. Donc, le sujet de la segmentation, c'est qu'il faut lister vos critères, qu'ils soient des critères d'attrait ou d'atout, pour caractériser votre cible et se dire par exemple, taille du magasin, moins de 200 mètres carrés, ça c'est potentiel haut. Deuxième case, de 200 à 500 mètres carrés. Troisième case, de 500 à 10 000 mètres carrés. Et on considère qu'à chaque fois que c'est un potentiel élevé, c'est 6 points. Potentiel moyen, c'est 3 points. Potentiel faible, c'est 0 points. Et du coup, vous allez commencer à avoir des listes de clients, de prospects, qui vont pouvoir être scorés sur 5 à 6 critères.
Et ça va vous permettre de faire des recherches dans des outils type Compass, LinkedIn, Dun & Bradstreet et tous ces outils de segmentation, de vous dire, ben, en fait, si je prends des codes NAF, des codes d'activité, mes codes d'activité idéaux, il y en a 4. Ceux qui sont un peu moins intéressants, il y en a 3. Et puis ceux qui ne sont pas intéressants du tout, c'est tout le reste. Ou alors, c'est les moins intéressants dans une cible qui m'intéresse. On va pouvoir dire, je ne sais pas, la taille de la ville, le nombre d'employés. Alors, ce que vous avez dit et qui est super intéressant et qui est le deuxième élément, alors qui peut d'ailleurs être ou le premier ou le deuxième, c'est que quand on lance une idée, c'est qu'on règle un problème. Quand on règle un problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un problème et qu'on va le lui régler. La question, c'est comment est-ce que cette personne prend conscience qu'elle a un problème à régler et comment, une fois qu'elle a décidé qu'elle veut le régler, comment est-ce qu'elle va arriver à vous. Ce qu'on dit, on appelle autrement le parcours achat client. C'est de se mettre dans les chaussures que quelqu'un qui a faim vers 11h30, il va commencer à se dire vers midi, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis à midi et demi, il va continuer inconsciemment sa poursuite et de se dire, ben, je ne mange pas, je ne règle pas mon problème, je vais dehors, je vais sur Internet, je commande. Et là, on voit qu'il va remonter vers différentes cibles qui potentiellement vont remonter vers, si vous êtes restaurateur au coin de la rue, ben, vous pouvez être une de ces solutions. Ce qui est important, c'est de se dire par où il passe. Et c'est pour ça que vous avez parlé des canaux indirects en parlant des gens qui vont prescrire. Par exemple, des wedding planners. C'est de se dire, ben, finalement, face à une cible, alors c'est très vrai en B2C, mais ça peut être vrai en B2B quand on adresse beaucoup de PME, c'est que quand on adresse un marché de masse, ça veut dire que si on reprend la règle des 900 appels, ça devient, à la lueur d'une journée de travail, rapidement disproportionné entre l'effort et la cible. Donc on va avoir la réflexion de se dire comment est-ce que je peux trouver des gens qui vont me ramener les signaux faibles et qui vont me permettre, eux, parce qu'ils parlent à la même cible, de me remonter l'information. Et typiquement, c'est le cas classique alors, de quelque chose qu'on ne va pas vraiment voir ce soir, mais qui est important, qui est le sujet de la recommandation. C'est l'exemple très classique du vendeur de prêt qui va se mettre copain avec tous les agents immobiliers. Parce que si dans la rue, il est copain avec tous les agents immobiliers, il saura à quel moment il y a un mandat, donc à quel moment il y a un mandat, il saura qui a besoin d'un prêt. Alors que s'il va taper tous les soirs à toutes les portes pour dire « vous êtes en train de chercher une maison », ça va être compliqué. Donc là, on voit bien que le canal indirect va permettre d'avoir une sorte de force de vente externalisée qui parle à vos clients, mais et du coup, évidemment, comme eux, ils ont un rôle de hub, ils vont démultiplier, et quand vous parlez à 100, eux, ils parlent peut-être chacun à 10 ou 20 fois plus. Et donc, vous allez animer un réseau indirect qui va être en fait quelqu'un qui va vous ramener des leads. De toute façon, ce qui est certain, c'est que quand on est dans une phase d'itération sur un nouveau marché avec une nouvelle idée, il y a un point qui est super important, c'est que ne rentrez pas trop rapidement en religion sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous disent bah, « nous c'est simple, hein, on fait que de l'emailing, on en envoie 1000 par nuit, et puis on a 2% de clics, on est super content ». Ce qui est hyper important, c'est d'itérer en mode agile pendant 3 à 6 mois jusqu'à ce que vous trouviez les canaux qui vous relient à vos marchés, à vos prospects. Ceux qui commencent à vous dire « il faut faire ça », attention, parce que vous risquez de faire fausse route et en plus vous n'allez pas apprendre. Or, comme vous êtes en train d'évangéliser un marché qui ne vous connaît pas et qui n'a peut-être même pas conscience du problème que vous êtes en train de résoudre, vous ne savez pas par quel endroit on va les travailler. Donc ce soir, on va beaucoup parler de la prospection plutôt sortante, celle où on va vers son marché de manière volontaire. Il y en a d'autres qui sont les retombées presse, donc on peut soit avoir un attaché de presse, il y a différents chapeaux, il y a tout ce qui est presse, tout ce qui est publicité, tout ce qui est publicité qui peut être digitale ou classique, télé, presse, print. Vous avez tout le canal recommandation. Donc ça, c'est souvent qu'on a des clients et qui vous recommandent. On a tout le canal indirect qui sont les partenaires et les prescripteurs. Ça, c'est plutôt des mix que vous animez. Et puis, on a tout le canal qui est vraiment en B2B, donc quand on vend à des entreprises, le canal direct sortant, qui peut être ou de l'emailing, ou du phoning, et où. Mais donc, il y en a 5-6 en tout, et c'est important de les avoir en tête pour aussi les animer, parce qu'ils n'ont pas les mêmes espaces-temps. Typiquement, si je prends la publicité, vous ne savez pas à quel moment ça va démarrer. Si vous prenez par exemple on va pas en parler ce soir, mais si vous prenez tout ce qui est stratégie de contenu, qui est à ce moment ultra médiatisé,
toutes les politiques d'achat de mots-clés ou d'achat de contenu par mots-clés, que ce soit gratuit ou payant, et qui remontent vers votre site et où il y a un call to action et que la personne télécharge un livre blanc, inscrit son email et que derrière ça rentre dans votre funnel de prospection, ça fait rêver intellectuellement parce que ça répond à votre principal problème d'entrepreneur, c'est que vous n'avez pas envie de prospecter. Ça ne répond pas à votre principal problème, qu'est-ce que ces gens-là vont devenir des clients. Et donc, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on met beaucoup d'argent dans des publicités, dans des mots-clés, en se disant super, ça va être ma stratégie d'acquisition payante de leads. Et 6 mois plus tard, on a dépensé parfois beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup appris parce qu'on n'a pas parlé aux clients. Parce que la problématique de l'entrant, c'est qu'on n'est pas encore sûr de leur parler, puisqu'on n'est pas encore certain qu'à un moment, on va pouvoir échanger avec eux. Ils ont téléchargé un livre blanc, ils ont rempli un diagnostic, ils ont cliqué sur vos emails et vos newsletters, mais vous n'avez pas conversé avec eux. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'attendre au moins 6 mois avant de se dire, finalement, comment est-ce que j'atteins mon marché. Est-ce qu'il y a des questions? Juste pour que j'en prenne, oui. Je ne suis pas familier avec la notion d'atout et d'attrait, je suis pas sûr d'avoir compris la différence. Alors, ok, très bien. Atout, attrait, c'est je vends des boissons bio, je vise Carrefour parce que je me dis si j'ai un contrat avec Carrefour, ça va tout de suite être le contrat du siècle, c'est génial. Oui, c'est un attrait, mais quand je le croise avec mes atouts, je ne suis pas capable d'adresser un compte comme Carrefour. Mes atouts, c'est que je suis capable d'adresser peut-être des magasins indépendants, Naturalia, des commerces bio de diététique qui sont locaux. Peut-être que je peux aller voir les 5 naturopathes de mon quartier pour voir s'ils ne peuvent pas me prescrire. Et donc, finalement, mes atouts, ça va être de croiser ça avec les attraits de ma cible. Et quand je regarde mes atouts, je ne suis pas capable de traiter les attraits de tout le monde. Donc, le sujet, c'est qu'on va lister à la fin, si par exemple, on se dit indirect des naturopathes, on va peut-être prendre des naturopathes qui sont en cabinet, parce qu'il y a peut-être plus de monde comme patientèle, qu'un naturopathe qui est tout seul. Si je prends des magasins, on va peut-être prendre le nombre de mètres carrés, le nombre de références, savoir s'ils appartiennent à une chaîne ou s'ils sont indépendants. Parce que s'ils sont indépendants, c'est plus facile d'aller toquer un soir, ou plutôt à 15h quand c'est un peu creux, entre 2 palettes pour dire tiens, voilà ce qu'on fait, ça m'intéresse de parler avec vous, et le circuit de vente est plus court. Ce qui du coup va vous permettre de transformer ça en fichier. Une fois que vous aurez transformé vos 5-6 critères, vous allez pouvoir du coup extraire d'un espace de, je ne sais pas, 10 000 cibles, 1000 cibles, 500 cibles, vous allez pouvoir extraire ceux qui probablement sont le plus à même d'être sensibles aux problèmes que vous allez résoudre. Parce que quand on vend, c'est simplement qu'il y a eu quelqu'un qui achète en face. Et donc on a bien réglé un problème qu'il avait. Donc on va du coup avoir le deuxième sujet du ciblage qui est comment ensuite je vais construire mon fichier préalable à toute démarche, qu'elle soit indirecte ou directe, comment je vais construire un fichier qui soit le nom de l'entreprise, le nom du contact, le prénom, l'email et le téléphone, qui peut être fixe ou portable, ça va dépendre. Prendre d'autres idées de signaux faibles, ça peut être des hashtags sur Twitter. Si vous ciblez des grands comptes et que vous avez un hashtag qui est par exemple égalité homme-femme, on peut imaginer que vous suivez le hashtag qui prend ce mot-là. Et si chaque semaine, il y a des articles qui sont relayés sur Twitter sur ce mot-là, peut-être ça veut dire que ces entreprises-là, elles auront une actualité là-dessus. Si vous prenez le hashtag RSE, vous allez pouvoir avoir toutes les semaines les entreprises qui ont mis le hashtag RSE. Ça vous fait un halo de comportements qui peuvent vous amener vers des gens qui sont intéressants. Donc ça peut être aussi ce type de comportement, ce type d'astuce qui n'est pas forcément réplicable, mais qui peut vous permettre de mieux comprendre finalement. Dans le parcours achat, vous allez comprendre par où passent vos prospects pour aller vers les sujets qui vous intéressent. Où est-ce qu'ils sont, à quel endroit de leur parcours ils vont être, et comment est-ce que vous allez pouvoir les rencontrer. Et donc c'est hyper important que vous ayez un moment entre vous, au sein de votre équipe, un temps pour vous mettre dans les chaussures de la personne à qui vous allez résoudre son problème. Je vais vous prendre un autre exemple pour être un peu plus concret. C'était des gens qui voulaient viser les agriculteurs. Et donc, ils se disaient comment je vais faire pour viser les agriculteurs. Quand ils ont analysé et dessiné le parcours client de la vie d'un agriculteur de 6h du matin à 22h, il se trouve que tous les matins à 6h30, un agriculteur, il fait quelque chose. Tous les jours. Il fait quoi à votre avis? La radio, et plus spécifiquement, la météo. Ils auraient gagné du temps si on avait fait l'atelier avec eux, parce qu'on aurait trouvé la réponse plus rapidement. Ils ont mis 1 an à trouver qu'en fait, il fallait qu'ils arrivent à mettre leur budget publicitaire. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais là, pour le coup, pour eux,
c'était déterminant que leur action elle soit sur un flash pub de 10 secondes sur la météo. Parce que là, ils étaient sûrs qu'ils y étaient. Donc, c'est aussi ce type de réflexes qui sont intéressants, qui est de se dire comment je trouve le chemin de comportement de mon client pour un moment être face à lui. Alors, quel est le principe des publicités et du marketing depuis 50 ans. Mais c'est intéressant de reprendre ces éléments-là parce que ça veut dire que là où, classiquement, on se dit j'ai un fichier et j'appelle dans le dur, on se rend compte que finalement, en tant qu'entrepreneur, où du coup vous avez une casquette de marketeur, une casquette de communicant, une casquette de commercial, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous allez avoir des astuces qui sont proches de vous pour vous dire où sont mes clients. Le hashtag sur Twitter, c'est un super exemple. Et moi, j'ai des clients, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui passe 2 heures à lister toutes les entreprises qui ont pris le hashtag. Et ça leur fait des listes d'entreprises, de 10 entreprises toutes les semaines. Et ça leur fait finalement, au bout de 2-3 mois, leur cible d'entreprises qu'ils vont pouvoir prospecter. Parce que quand ils vont les approcher pour leur parler RSE au RH, eh ben, les mots-clés résonnent un peu plus que s'ils appellent au hasard. Donc on a le ciblage. C'est clair pour le ciblage. Donc en fait, vous allez avoir 4-5 critères. Pour chaque critère, la description bornée de 3 niveaux de potentiel, élevé, moyen, faible. Et ça vous donne votre grille qui va vous permettre d'être le tamis dans lequel vous allez faire passer vos contacts pour descendre vers des listes de contacts. Les listes de contacts, vous pouvez les construire avec des outils comme Compass, LinkedIn, Dun & Bradstreet, Société.com. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des comptages pour vous représenter votre marché en utilisant des outils gratuits, par exemple comme Verif. Verif, vous leur dites, je veux toutes les entreprises de 0 à 200 personnes qui sont sur CONAF et qui sont en région Aquitaine, et il va vous sortir gratuitement le comptage. Et il va vous dire, il y a 1300 entreprises. Et dans ces 1300, il y en a tant de telle taille, tant de telle taille, tant de telle taille. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet aussi de délimiter le potentiel. C'est gratuit, évidemment, eux, et après, ils vous proposent de pouvoir télécharger la liste. Il y a d'autres moyens de le construire. Alors, soit vous avez des outils pour pouvoir avoir de la donnée, et dans ce cas-là, c'est de l'achat de fichiers, et c'est un budget, et ça va vous permettre de le faire. Ou alors, vous allez sur des outils un peu plus manuels comme LinkedIn. Vous pouvez prendre jusqu'à un outil comme… Si vous faites que du grand compte et que vous en faites beaucoup, vous pouvez utiliser LinkedIn en gratuit pour pouvoir reconstituer les fichiers au sein des personnes. C'est-à-dire, je prends 10 grands comptes et tous les jours, j'essaye d'enrichir les 3 personnes qui m'intéressent au sein du grand compte. Puis ensuite, je peux les approcher. Ou alors, vous allez télécharger des fichiers un peu plus de masse. Si vous avez un marché de PME, ben là, vous allez être plutôt dans des fichiers plus conséquents. Il y a les fichiers d'alumni d'écoles, alumni d'universités qui sont efficaces. C'est-à-dire que ça permet de construire des bases de prospects qui sont intéressantes. Parfois, vous avez même les coordonnées des gens. Vous avez dans les techniques également de reconstitution d'email des solutions comme Hunter, qui permet par exemple d'avoir 100 crédits gratuits et qui permet de reconstituer la structure de l'email de la personne. En tout cas, ce qui est important, c'est que la phase de construction du fichier, elle soit préalable à toute démarche d'appel et toute démarche de contact, parce qu'on ne sait pas encore comment on va les contacter. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on ait un fichier propre et si possible vivant, parce qu'il faut l'alimenter en permanence. C'est pour ça que la séquence, il faut mieux en faire un fichier de 50 et de 100 et puis de commencer à alterner des activités de prospection plutôt que d'avoir un super fichier de 1000. Il y a aussi quelque chose qui va se faire au fur et à mesure parce que vous ne pourrez pas avoir un fichier de 1000 en 2 heures de boulot. Donc il y a aussi une logique de pouvoir répartir l'effort, mais du coup de se dire, ben là j'ai 2 heures qui est construire mon ciblage. J'ai 2 heures, c'est construire mon parcours client. J'ai 2 autres heures, c'est commencer à lister 10 entreprises. Et alors nous, notre conviction, c'est que les fichiers coûts humains sont plus puissants que les fichiers au kilomètre qu'on télécharge de n'importe quelle source. Ma conviction est basée sur l'expérience et elle couvre peut-être pas toutes les situations, mais en tout cas, à l'expérience de ce qu'on voit dans les clients qu'on accompagne, c'est que ceux qui font de l'approche, je télécharge 10 000 lignes, je fais du gros hacking, j'ai 10 000 emails et je bourrine avec des emailing scénarios de 5, email qui tourne automatiquement avec chère Josette, on ne s'est pas encore parlé mais j'ai envie de te parler. Chère Josette, vous êtes peut-être fait écraser sous un éléphant, dans ce cas-là il faudrait que vous en parliez à quelqu'un dans l'entreprise ou alors à quelle heure je peux vous rappeler, et tous les trucs qu'on a tous reçus dans nos boîtes email. Nous, notre conviction, c'est que le coût humain, en mode je construis un fichier qui est vraiment dans ma cible, j'ai vu des signaux faibles et je pense qu'ils sont probablement intéressés par ce que je fais, semble mieux marcher. Après, ça ne veut pas dire qu'à nouveau, il ne faut pas faire les deux. Faites-vous votre propre expérience.
mais le format simplement, je traite intégralement, digitalement ma prospection, en tout cas, ce n'est pas magique. C'est intéressant. C'est là où, pour moi, il y a beaucoup d'intelligence finalement. C'est ça qui est très intéressant et qui rend aussi cette partie de l'activité aussi intéressante, c'est de se dire que plus on augmente la qualité en amont, moins on a la perte sur les appels sortants. Et il faut trouver le bon dosage après. Parce qu'à un moment, il faut aussi un peu de quantité. Quand on ne connaît pas trop son marché, c'est bien d'avoir de la quantité parce qu'on a du retour. Mais après, au fur et à mesure, vous allez affiner. Alors, sur ceux qui font les alumni, vous tapez le mot-clé des gens qui vous intéressent, vous rentrez dans une recherche avancée gratuite sur LinkedIn, vous listez les mots-clés qui vous intéressent, ça vous sort 2000 profils, et après, vous allez sur le site de l'alumni, et là, vous pouvez récupérer souvent leur email. Après, ça exige simplement les règles de courtoisie et d'approche classiques au sein d'un réseau, mais en tout cas, c'est un bon outil pour pouvoir obtenir ces 10 premiers rendez-vous. Parce que quand vous appelez des anciens en disant « j'ai fait la même école et j'aimerais juste prendre 10 minutes de votre temps pour avoir votre point de vue » et que vous appelez une boîte où il y a 40 000 personnes, ben c'est vrai que ça vous donne une petite lumière dans un environnement de manière très simple. Donc c'est un peu prospection pour les feignants, mais c'est hyper efficace en fait. Parce que ça vous permet vraiment d'aller utiliser. Alors tout le monde n'a pas forcément l'utilisation de ça. Il y en a moins dans les universités, plus dans les écoles. Mais en tout cas, c'est un outil qui est utile pour pouvoir connecter et obtenir du rendez-vous. Moi, j'ai un client et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous les likes sur des sujets précis sur LinkedIn et tous ceux qui ont liké, ben, c'est leur base de prospects. Donc après, il y a plein d'astuces, je ne les connais d'ailleurs pas toutes, on les apprend aussi avec les gens qu'on accompagne et en tout cas, c'est typiquement ce genre d'un peu d'intelligence agile où on va aller trouver des moyens de comprendre qui pourrait être intéressé par tel ou tel sujet. D'autres retours d'expérience sur le sujet vraiment construction du fichier. Qui fait du cousu humain? Est-ce qu'il y en a qui construisent vraiment des choses où ils en prennent 10 tous les jours, bien ciblés? On avait un exemple là tout à l'heure, il y a d'autres exemples sur ce format-là. Et après, c'est vrai que c'est bien, dans cette partie itérative, là je pense qu'effectivement il y aura de l'hyper ciblé pour l'essentiel. Et après, c'est bien aussi de tester. Vous savez, c'est l'histoire du popcorn, hein, c'était pas prévu, il laisse le maïs dans le four et puis ça fait les popcorn. Voilà, c'est bien aussi d'avoir des approches un peu différentes, parce qu'à un moment, c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on sort du cadre. Et si on est tout le temps dans nos convictions, je pense que l'idée est très bonne pour votre marché, mais c'est vrai que d'aller aussi se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais tester que j'ai pas testé, c'est aussi intéressant, parce que vous allez voir que les connexions que vous allez faire entre des canaux différents sera intéressante. Prise de parole, qu'elle soit écrite, payante, écrite, gratuite, contenu, ou prise de parole, format animé, un atelier avec eux, c'est sûr que ça c'est... Dès qu'on est... En fait, tous les sujets qu'on aborde là, qu'on n'aborde pas ce soir, c'est tous les sujets de visibilité où la personne, on ne la dérange pas. Ce qu'on voit un peu ce soir, c'est plutôt le sujet où on va aller vers elle, alors qu'elle n'a rien demandé, et à un moment, on génère un email ou un coup de fil, qui est le moyen le moins efficient, mais qui a un gros avantage, c'est que c'est nous qui provoquons le signal émetteur, donc on sait ce qui se passe au bout. La difficulté dans un format conférence, prise de parole, publicitaire, notamment si ce n'est pas digital, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc on n'a pas de retour dans l'autre sens. Quand quelqu'un vous appelez, vous passez 10 appels dans l'après-midi, vous pitchez, et qu'à chaque fois on vous dit « je ne suis pas intéressé », c'est des gens qui vous disent « c'est pas intéressant en fait ». Donc ça veut dire qu'à 17 h, vous avez appris que votre pitch, il n'est pas percutant. Ça fait un peu mal, un peu pénible, mais au moins, on a appris. Si vous faites un emailing, alors certes, vous n'avez pas de clic, mais à rigueur, s'il y en a un qui vous dit « j'ai pas compris », vous pouvez tout à fait lui dire « écoutez, c'est intéressant ce que vous me dites, vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui n'est pas clair quand je vous explique ma valeur ?» Ben là, il va vous dire « en fait, c'est inintelligible, ce n'est pas des mots que je comprends », et là, c'est fabuleux, on apprend tout de suite. Donc, on passe un cap. Dans votre cas, je pense qu'effectivement, d'aller faire des ateliers peut être une stratégie de se dire ben, « je vais y passer 30% de mon temps ». Et à nouveau, comme vous allez tester des canaux d'acquisition, il faut avoir un mix peut-être de 4-5 actions, y compris celles qui vous énervent ou en tout cas qui vous attirent le moins ou qui peuvent les déranger le plus, qui peut être un moment de se dire ben, je vais faire 2 journées dans le mois prochain pour aller taper à la porte. Et on verra ce que ça donne. Et on peut avoir des super surprises ou peut-être qu'on va découvrir que dans des métiers comme ceux-là, il y a ce qu'on appelle les Key Opinion Leaders, qui sont donc tous les leaders d'influence, qui aiment les fameux early adopters, et ben eux, on ne sait pas forcément qui c'est, et puis vous allez devenir copain avec lui, et d'un coup, vous avez 10 leads. Donc c'est pour ça qu'il faut à la fois rester très organisé, très structuré, très processé, parce que sinon on part dans tous les sens, on se fatigue, on n'a pas de résultat, et en même temps, il faut laisser de la place, un peu comme on fait de la cuisine, à quelque part quelque chose d'un peu sympa, où on n'avait pas prévu quelque chose, on assemble 2 aliments, et puis finalement, c'est génial. Alors si c'est son niveau 1, c'est facile.
On va dans paramètres, on dit exporter son fichier de contact. Il y a les adresses mail. Mais simplement, c'est souvent beaucoup d'emails perso. Par contre, si c'est du niveau 1, vous avez les adresses mail. Vraiment. Vous allez dans paramètres, vous faites exporter tous mes contacts. Sinon, vous demandez à l'aide LinkedIn. Maintenant, ils ont un petit peu. Il faut demander son archive de contact. Parce que depuis que c'est RGPD, il faut demander son archive de contact. Et elle est disponible sous 10 minutes. Là, parfois, c'est plus long quand c'est dans ce sens. Ils ont moins de mal à traquer l'IP. Et là, 10 minutes plus tard, vous avez un email, vous téléchargez le zip. Et là, vous avez un fichier XLS de vos 300 contacts et vous avez 300 emails. Donc ça marche. Niveau 2, vous ne les aurez pas. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup aussi de connecter tous vos cibles. C'est une autre technique, puisqu'une fois qu'ils passent en niveau 1, vous récupérez l'email. Le truc, c'est que vous avez souvent l'email perso. Il y a encore beaucoup de gens qui mettent l'email perso. L'avantage, c'est qu'en niveau 1, vous pouvez avoir l'email perso, mais vous pouvez avoir le portable de ceux qui l'ont rempli. Donc ça peut être un moyen de les appeler sur leur portable. Ce qui génère un autre niveau de stress quand il faut commencer à passer l'appel. Mais néanmoins, on a l'information dans le fichier. Donc après, il y a ça, ou alors après, c'est effectivement des applis comme Hunter ou d'autres qui permettent de reconstruire un prénom, point nom, point machin, et de faire les fichiers, et de les tester. Alors, salon, c'est comme les événements, un event. Alors, un salon, c'est de se dire, c'est d'avoir le plus de cartes de visite, et la transaction ne doit pas se faire pendant le salon, puisque le but, c'est la quantité. Donc, ça veut dire qu'il faut dire, j'étais en train de visiter un de mes clients pas loin, je lui ai dit bonjour, et du coup, après, j'en ai profité pour voir d'autres personnes. Qu'est-ce que vous faites? Voilà ce que je fais. Est-ce que vous auriez une carte de visite? Et on récupère les cartes de visite et on appelle en J+2. L'idée sur un salon, c'est multiplier le nombre de contacts. Après, on fait la sélection, mais du coup, on a au moins le nom des entreprises, on voit s'ils sont dans notre cible, et ça permet déjà de laisser un premier contact, de pouvoir échanger, plaisanter, briser un peu la glace, et ensuite, on peut se faire une session de rappel une semaine plus tard. Donc oui, les salons sont un très bon moyen de pouvoir effectivement approcher intelligemment sa cible. Sur les thérapeutes, on peut imaginer qu'ils ont forcément, par exemple, des salons. On peut imaginer d'aller faire une journée ou deux. Ça vaut le coup. Donc ouais, ça, c'est une très bonne idée. Sur le sujet des événements, avec cocktail, avec notre culture de français, qu'est-ce qui se passe? On fonce tous au buffet. On prend la coupe, on se barre, et après, on attend comme des cons à côté du poteau en se disant à qui je vais parler. Puis surtout, dès qu'il y en a un qui arrive, on ne regarde pas trop. Je suis français, voilà, on est tous un peu pareils, c'est assez drôle quand on voit les cultures anglo-saxonnes. Eux, ils sont très à l'aise, ils vont naturellement faire. Donc ce qu'il faut, c'est cibler les groupes de 3 parce qu'il y en a toujours un qui s'ennuie. Groupe de 2, vous allez les déranger. Groupe tout seul, il faut prendre son courage à 4 mains, c'est dur. Groupe de 3, il y en a toujours un qui est un peu en train de se dire, tiens, moi je suis tout seul. Donc ça, c'est un bon moyen pour pouvoir aller tranquillement initier la discussion. Et pour pouvoir effectivement commencer à rencontrer du monde. Parce que c'est vrai que si on s'est déplacé pour faire une soirée et avoir des contacts, c'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir initier des conversations. À nouveau, faire gaffe, c'est ceux qui vont vous tenir la jambe pendant 2 heures. Parce qu'effectivement, vous repartez qu'avec une carte de visite. Donc c'est bien de se dire au bout de 10 minutes, écoutez, j'avais prévu de voir d'autres personnes. C'était génial d'échanger avec vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste en contact. Est-ce que vous auriez une carte de visite? On prend la carte, on échange. Et c'est fait. C'est vrai qu'on a un sujet en France et qu'on a un mal à briser la glace qui est incroyable. On est pétri. C'est plus fort que nous. C'est-à-dire que d'aller déranger quelqu'un, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en prospection sortante téléphonique, on repousse le truc toutes les semaines parce que c'est insupportable d'appeler dans le dur. Bonjour, allô? Oui, alors en fait, voilà, et là, c'est hyper... Qui l'a déjà fait la prospection dans le dur téléphonique? Qui a aimé ça? Ah, il y en a 2 là. Bravo. Ouais, c'est pas incroyable. Faut poser son cerveau sur la table, en fait. Ouais, il faut poser son cerveau. Donc schizophrénie aggravée, il faut mettre le cerveau à droite et. Ouais. Ouais. Non, mais c'est super. Un autre retour, non? Vous aviez un retour? En prospection téléphonique, par exemple? Ok. Alors du coup, on va revenir sur le fil et puis on va arriver sur ce sujet-là. Je regarde juste s'il y a des montres. En général, j'essaye de récupérer quelqu'un qui a une montre, comme ça je vois à peu près l'heure et je vois du coup à quelle vitesse j'avance ou si je suis en retard. Mais je vois que plus personne porte de montre. 7h15. 7h15? Ok. Parfait. Merci. Donc on a le fichier,
on l'a construit avec plein de manières un peu intelligentes, de la veille, de l'influence, du Twitter. Bref, on a trouvé plein de moyens de répondre de construire son fichier. On peut après télécharger du fichier au kilomètre ou le construire en couche humain. Ça, c'est à peu près fait. On a fait notre effort, on sait à peu près combien il nous en faut pour obtenir des premiers contacts. Donc ça, c'est fait. Là, maintenant, c'était finalement l'activité la plus sympathique intellectuellement, puisqu'il va falloir se dire à un moment, il va falloir appeler ces gens-là. Et donc là, on rentre dans le sujet d'abord organisationnel. C'est qu'il faut planifier vos sessions à l'avance. Parce que si vous ne le faites pas, vous verrez que tout va se mettre en route pour pas que ça se fasse. Donc, il faut se dire combien de temps je dois y passer chaque mois. Et une fois que j'ai isolé le nombre d'heures nécessaires, donc on peut partir sur 10 à 20 appels par heure. Ça va dépendre. Et pour ça qu'il faut que le fichier soit préalablement prêt, parce qu'il ne s'agit pas de commencer à repasser du temps à aller regarder sur LinkedIn le profil et donc à perdre du temps et donc à trouver des raisons de ne surtout pas appeler. Donc ça veut dire que le fichier doit vraiment être prêt et que quand on se met à son poste à 14 heures, on ouvre un fichier Excel et là il est prêt le fichier. Il y a le numéro et on appelle. Donc ça veut dire qu'on planifie le temps à l'avance. Moi je vous conseille 2 heures max d'affilée d'appels. On peut monter à plus si vous en avez le courage et l'énergie, mais déjà 2 heures de téléprospection, c'est déjà waouh, super dur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important? Donc le planifier à l'avance. Le planifier de 2 heures, parce que le risque, c'est que quand on ne planifie pas 2 heures à l'avance, c'est qu'on va faire en sorte que ça dure toute l'après-midi, et donc ça va s'étendre à mesure que l'espace-temps s'étend. Ça, c'est je ne sais plus quelle loi, mais c'est Parkinson, ou je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est où le temps s'étend à mesure de la tâche et de ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important? Donc avoir le pitch. Donc effectivement, il va falloir avoir un premier sujet qui est le passage du barrage. Donc soit vous appelez sur le portable, et là vous appelez sur le portable, et dans ce cas-là vous pouvez pitcher directement la personne à qui vous parlez, soit vous devez passer par le barrage, accueil, et ensuite demander la mise en relation avec la personne qui vous intéresse. Le passage accueil, il y a 2 approches. Il y a ceux qui disent il faut les ignorer, est un peu méchant, à l'ancienne, bonjour Seguin pour Dupont. Genre, je suis ultra important, voilà, et j'espère que ça va le faire. Le truc, c'est qu'en face, ils sont 10 fois plus formés que nous à vous dire non. Puis il se trouve que dire non, c'est plus facile que dire oui. Il suffit de dire non, écoutez, il n'est pas disponible, il faut envoyer un email, et c'est fini. Donc, l'idée, c'est plutôt de s'en faire une alliée, en disant, écoutez, voilà, j'ai vraiment besoin de parler avec cette personne-là, on accompagne les entreprises comme les vôtres, j'aurais aimé échanger avec cette personne-là, comment est-ce que vous pourriez m'aider à lui parler? Et quasiment le côté, et à nouveau, il faut mixer, parfois c'est en étant un peu méchant que ça passe mieux, mais à l'usage, les retours d'expérience montrent que l'approche un peu plus intelligente, parce qu'à force de rappeler tout le temps, elle va finir par vous repérer, et donc plus vous êtes sympa et plus vous vous aidez. Voilà, je cherche à joindre. Alors l'idée d'appeler un niveau en dessous est une très bonne idée, parce que quand vous tapez trop haut, genre DRH, directeur industriel, directeur de la qualité, directeur commercial, si vous tapez trop haut, quand bien même vous l'auriez, c'est un peu le risque, c'est roulette russe, quoi. Si jamais le pitch est moyen et qu'il vous dit non, c'est cuit. C'est cuit de manière définitive tant qu'il est dans le job. Donc, il faut mieux avoir une personne un peu en dessous, qui est plus facile à joindre, qui est même parfois contente que quelqu'un l'appelle. Content que quelqu'un l'appelle. Et là, vous allez prendre un peu d'infos. Mais c'est la personne qui est contente, donc c'est féminin. Content que la personne soit appelée. C'est riche le français pour ça. Et donc là, vous allez pouvoir prendre de l'information pour dire, ben voilà, nous, en fait, on est en train de faire ça, j'aurais voulu échanger avec vous, quand est-ce qu'on pourrait croiser nos agendas pour prendre 10 minutes ensemble. Point hyper important, c'est que le rendez-vous numéro 1, je vous conseille 1000 fois de ne les faire que par téléphone. C'est un teasing sur la 3e saison, le 3e épisode de la saison 1. C'est que si vous commencez à vous balader dans toute la France sur tous vos rendez-vous 1, que ce soit du grand compte ou du petit compte, hormis si c'est des marchés très locaux, très spécifiques, je vous conseille, et notamment sur les grands comptes, c'est de vous faire toutes vos qualifications de rendez-vous 1 plus tôt, pas non plus à nouveau tout mettre dans le marbre, mais plutôt par téléphone. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, le temps d'échange est bien inférieur au temps de transport.
Donc si vous commencez à faire 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir, en gros, votre productivité par semaine, c'est un rendez-vous par matinée, donc c'est 5 rendez-vous. Donc essayez plutôt d'obtenir des rendez-vous téléphoniques qui vous permettent de mettre des lignes à l'eau et de voir s'il y a des sujets dans le compte que vous ciblez. Il faut mieux faire 20 minutes à plusieurs reprises dans plusieurs points du compte, en appelant plusieurs personnes, plutôt que de se dire « Génial, j'ai un rendez-vous avec le RRH de chez L'Oréal et là je traverse tout Paris, 1h15 de transport et j'ai mon rendez-vous. Ça dure 20 minutes, la personne est 20 minutes en retard et quand je rentre au bureau, en plus, c'est en fait, c'est pas encore un sujet pour aujourd'hui. » Votre sujet à ce stade du funnel, c'est de démultiplier le nombre de contacts. C'est de mettre le plus de lignes à l'eau pour commencer à trier celles où il pourrait y avoir un sujet. Qui fait tous ces rendez-vous de prospection en physique plutôt? Oui. Donc effectivement, peut-être... Moi, je suis motorisé, donc c'est facile. Mais néanmoins, il y a un temps de transport incompressible. En fait, Moi, de tous ceux qu'on accompagne, quand on fait le travail sur ce sujet, on arrive à 40% du temps d'un mois passé en transport. C'est colossal, hein. C'est-à-dire qu'il faut être en fait le double pour pouvoir faire le business. Donc vraiment, et c'est le teasing pour l'atelier numéro 3, essayez dans la mesure du possible de challenger le principe qu'à ce stade de l'échange, parce qu'il y a un bon relationnel, alors que ceux qui ont bossé, notamment si vous avez une cible grande boîte, c'est surtout la capacité à résoudre leurs problèmes qui les intéressent, plutôt que de savoir si vous faites du ski comme eux. L'idée, c'est de multiplier le nombre de contacts, parce qu'une matinée, c'est 4 rendez-vous de découverte. C'est ce que vous allez faire en une semaine. Alors lundi et vendredi ne sont pas forcément évidents, si notamment c'est les grandes boîtes, qui sont souvent pressées de clôturer le vendredi et ils récupèrent les emails le lundi, donc souvent il y a les réunions, donc c'est souvent des jours un peu moins propices. Mardi, jeudi marche assez bien. Et après, il faut que vous trouviez vos temps propices. Après, ça dépend. Il y en a, c'est facilement après 18h30, 19h, parce que du coup, il n'y a plus de barrage. Et on peut plus facilement commencer à appeler un peu n'importe où sur les lignes fixes ou appeler en faisant le numéro du standard, on change 2 chiffres à la fin, puis on essaye de retomber sur une autre personne. Et là, on dit, mais je voulais parler à Paul Duneau, comment ça se fait? Ça fait 3 fois que j'appelle et j'arrive pas à le joindre. Ah ben écoutez, pas de souci, je vous transfère. Et donc là, on arrive à joindre la personne. Alors, j'aime pas trop faire ici les techniques de vente de copieurs parce que c'est tellement pas dans votre environnement que vous avez l'impression que c'est des pratiques de gangsters, mais pas du tout. C'est pas du délit en col blanc, mais c'est vrai que c'est des pratiques qui sont pas trop dans vos environnements. Et moi, je pense que vu votre persona, vous avez besoin d'être aligné avec les valeurs que vous avez dans vos entreprises. Donc je pense qu'il faut plutôt privilégier les approches spontanées, sincères, plutôt que de faire des approches un petit peu bandits sur lesquelles vous n'allez pas être à l'aise. Après, je suis prêt à prendre des retours, hein, mais pardon ? Oui, mais après, pour avoir pas mal accompagné les équipes de Make Sense, je sais qu'à un moment, on ne peut pas se désaligner de ses valeurs et je pense que le sens du mot valeur, il est encore plus fort chez vous que peut-être dans d'autres écosystèmes. Donc mon expérience est de dire qu'il faut peut-être mieux s'aligner. Si après on est capable de le faire et que ça passe bien, c'est pas non plus mal. Et ça peut être un jeu, on met la tête à côté sur la table d'à côté et on y va. Mais c'est vrai que si on transpire déjà de passer un coup de fil et qu'en plus on transpire de dire quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, genre j'appelle la compta volontairement parce que les gens de la compta sont toujours disponibles parce que leur métier c'est de recevoir les appels des clients ou des fournisseurs. Un truc classique c'est d'appeler le barrage, de dire je voudrais parler à la comptabilité. En général on vous les passe, c'est à quel sujet. Puis quand vous êtes sur la comptabilité vous leur hurlez dessus et vous leur dites en fait ça fait 3 fois que j'appelle pour avoir la personne des RH donc maintenant j'aimerais vraiment que vous me donniez et son prénom et son nom et sa ligne directe. Et c'est génial. Mais je pense que c'est pas certain que ce soit la technique qui recueille le plus d'avis favorables dans 6 mois, quoi. Réponse A. C'est bien d'avoir plusieurs points de vue dans une entreprise, donc ça on en reparlera dans l'atelier numéro 3, mais c'est bien de considérer que ce n'est pas le premier son de cloche qui est forcément le seul qui est juste, parce qu'il suffit que la personne ne soit pas concernée par ce sujet-là, vous répondre ça ne nous intéresse pas, et il se trouve qu'une personne morale n'existe pas, c'est uniquement les personnes physiques qui représentent les missions qui existent. Donc si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « ce sujet ne m'intéresse pas », vous clôturez en disant « telle entreprise n'a pas d'intérêt pour ça », alors qu'en fait, en appelant le voisin, lui, il aurait été intéressé. Premier élément. Deuxième élément sur le sujet réponse B, c'est qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui s'excusent avant et ceux qui s'excusent après. Dans ce métier-là, il faut parfois mieux s'excuser après. Donc, attendez, je ne comprends pas, vous avez déjà appelé A, vous avez déjà appelé B, vous avez appelé tout le monde. Comment ça se fait? Vous ne pouvez pas appeler tout le monde. Ah, je suis désolé, j'ai juste essayé de bien faire mon métier. Comme mon idée est passionnante, j'ai voulu en parler à plus de monde. Donc, on peut s'excuser après. À nouveau, il faut être à l'aise avec ça.
Mais effectivement, c'est un métier dans lequel la frontière entre corsaire et pirate est toujours fragile et il faut trouver sa propre expérience et être à l'aise surtout. Ça c'est certain, il faut être à l'aise avec soi et le faire néanmoins dans des règles, réponse C, éthiques. Alors c'est pas mal, c'est de redessiner l'organigramme. Si vraiment votre marché c'est 30 services RSE des 200 premières entreprises françaises, et qu'à un moment c'est ça votre marché, dans ce cas-là, le travail de fond, ça va être de construire le meilleur fichier, et donc dans ce cas-là, de reconstruire les organigrammes avec l'information publique sur tous les sites possibles, Google, LinkedIn et autres, pour pouvoir vraiment aller chercher l'information la plus qualitative possible et s'assurer qu'on tape au bon endroit et qu'on rentre dans le compte au bon endroit. Et effectivement, il ne faut pas tout de suite appeler le directeur du RSE parce qu'on a vu son nom sur LinkedIn. Alors on peut, par coup de chance, tomber sur lui et il répond, et avoir le rendez-vous. Ce n'est pas réplicable. Donc, il faut mieux bien construire sa tactique et rentrer par un premier contact, voir son profil LinkedIn, voir qu'il a mis 3-4 mots-clés qui vous intéressent, l'appeler, lui dire « Écoutez, j'ai vu que c'était des sujets importants pour vous, j'aurais voulu qu'on en parle. » Et alors, règle importante, c'est qu'on ne mène jamais l'entretien au moment où on a la personne au téléphone qui vous dirait par bonheur « oui ». Parce que la réponse, ce sera en saison 2, c'est qu'en fait, on ne peut pas enchaîner un appel de prospection avec un appel de qualification. Pourquoi? Parce que c'est déjà pas le même mindset dans votre tête. Premièrement, vous étiez en mode... Je suis pas clair. En fait, on ne peut pas... On peut pas rendre un service à un prospect direct. C'est ça. On ne peut pas faire ça comme ça aussi vite. On est obligé de... On appelle. On a la personne qui dit « Ok, moi je suis OK, parlons-en maintenant ». On n'enchaîne surtout pas avec l'entretien de découverte. Parce que vous n'êtes pas dans le mindset d'une découverte, vous êtes dans un mindset de chasseur, d'avoir obtenu le rendez-vous. Deuxièmement, elle était déjà en train de faire quelque chose, donc vous allez vous retrouver à pitcher, parce qu'elle va vous dire « Je veux juste en fait en savoir plus », et elle va finir avec le pouvoir de vous mettre un post-it « Oui, non ». Donc si jamais elle vous dit « Ok, ça m'intéresse », le pitch est bon, ça m'intéresse, croisons nos agendas, regardons quand est-ce qu'on a 15 minutes ensemble, en commun dans nos agendas. Qu'est-ce qui vous arrangerait mardi prochain à 17h ou mercredi après à 18h? Et on se sépare. Et dans ce cas-là, on planifie un call dans lequel on va préparer son entretien. Et là, on aura 30 minutes pour faire une vraie présentation, une vraie découverte et une vraie conclusion. Si vous enchaînez tout, et je sais que c'est comme un amour, il faut être lent. Ça, en général, les gens y retiennent 6 mois plus tard. Ils ne retiennent pas le reste de la conférence, mais quand il y a une expression, on retient. Ben oui, c'est qu'en fait, on ne peut pas y aller tout de suite. En fait, ce qui risque de nous arriver, c'est qu'on risque de surtout pas pouvoir être en condition de découvrir ses besoins réellement. Parce qu'on ne va pas pouvoir driver la discussion, parce qu'on ne va pas pouvoir cadrer l'entretien, ce qu'on verra dans le prochain atelier. Et pour que quelqu'un parle, il faut d'abord avoir créé les conditions pour qu'il parle. Le risque, c'est qu'on va appeler. Bonjour. Oui, bonjour, je voudrais parler à Pierre Durand. Très bien, je vais vous le passer. Super, scénario incroyable. Je vous le passe. Fabuleux, le truc qui arrive jamais. Bonjour, oui, Pierre Durand. Oui, bonjour, Dominique Seguin de Make Sense. J'aurais voulu échanger avec vous au sujet du RSE dans les grandes entreprises et des programmes collaboratifs qu'on peut mettre en œuvre. Ah bah oui, très bien, je suis disponible maintenant. Ah merde! Alors déjà, de toute façon, vous n'êtes tellement pas habitué à ce qu'il vous dit « je suis disponible maintenant » que du coup, bah là, machin. Et là, il va falloir switcher sur « bonjour, très bien, donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse échanger 20 minutes ensemble sur vos enjeux. Donc ce que je voudrais, c'est que vous puissiez vous présenter. Je vais vous dire rapidement qui on est et ensuite, on parle de vous. » C'est pas possible. Lui, il a juste accepté de prendre 5 minutes. Donc son mindset, c'est « non, mais racontez-moi juste ce que vous faites. » Puis à la fin, il va vous dire « bon, ben en fait, ouais, pourquoi pas, mais envoyez-moi une plaquette. » Parce que vous n'allez pas pouvoir le mettre dans un mode où il va avoir construit ces 30 minutes. Attester à nouveau. C'est mon expérience. C'est plutôt ce qu'on observe quand on le fait. Si après, vous sentez que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, peut-être qu'avec un thérapeute, pour le coup, quand vous allez taper à la porte, là, il faut lui parler tout de suite. Il ne faut pas lui dire je repasse dans un mois. Là, vous l'avez, en plus, c'est un canal qui est physique. Mais j'aurais tendance à dire planifier, et parce que pour une question de productivité, le mot est moche, mais quand vous faites 2 heures d'appel, votre objectif, c'est d'avoir le plus de rendez-vous numéro 1. Parce que quand on prospecte, alors ça, c'est intéressant, votre sujet, et je vois qu'il y a plein de mains, donc je vais répondre à tout le monde. Quand on prospecte, on n'est pas en train de quémander un bon de commande pour survivre à la fin du mois. Non, mais c'est que du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une phase où on est tellement fier de ce qu'on fait, parce qu'on règle des problèmes, qu'en fait, ça peut tout à fait attendre 15 jours, qu'on ait une demi-heure pour faire un bel entretien, une vraie découverte. Et donc oui, mais nous, du coup, on a le droit de dire qu'en fait, ce n'est pas le mode dans lequel on a envie de construire la relation. Mais de manière hyper assertive, mais pas prétentieuse et pas arrogante.
Eh bien écoutez, je suis super que ça vous plaise. Ce que je vous propose, c'est que là, en fait, moi je vais devoir partir en rendez-vous. Ce que je vous propose, On appelle nous-mêmes et après on dit qu'on veut pas. je vous propose, c'est qu'en fait, on prenne vraiment un temps d'échange d'une demi-heure pour que ce soit vraiment quali et que j'ai vraiment le temps de comprendre vos enjeux. Et là, en fait, ça va être trop court. Donc, regardons nos agendas. Moi, je vous propose mercredi prochain à 16h ou le vendredi le matin. Qu'est-ce qui vous arrange? Oui, les premières fois, vous allez transpirer. Mais je peux vous dire qu'à l'exercice, ça passe très bien. Vous avez raison, mais c'est très dur ce que j'ai Oui. Il y a un vrai problème. Il faut complètement inverser la manière de penser. Oui. Et c'est très dur. Vous avez raison dans ce que vous dites, mais non, mais la réalité, en fait, elle est C'est toujours- pas du tout, c'est hyper contre-intuitif. ouais, On s'est tellement battu pour faire 100 appels pour en avoir 10 d'accord. que quand il y en a un qui vous fait un petit sourire au coin du bar, bah, je peux vous dire que vous foncez, évidemment. Mais le tigre ne mange pas d'herbe, même en pleine sécheresse. Donc même si on se bat, on attendra 15 jours. Mais vous avez raison, hein, vous avez 1000 fois raison, et c'est pour ça que je suis là pour vous aider, c'est que je ne vais pas forcément vous dire que ce qui paraît très naturel. Le pitch, il doit vraiment être construit, alors là-dessus, il y a de la littérature, mais on va faire court, il doit être construit autour du problème qu'on résout chez eux. La seule chose qui les intéresse après leur prénom, c'est les problèmes qu'ils ont. Et c'est humain, on est tous pareils. Donc qu'est-ce qu'on résout comme problème chez eux? Et donc, on doit essayer de trouver un pitch suffisamment impactant qui dure 20 secondes pour dire voilà ce qu'on règle comme problème, voilà pourquoi on a plein de clients qui nous font confiance, et j'aurais aimé, et évidemment si on n'en a pas encore, ben on en a plein, parce que sinon on s'en sort jamais, voilà, donc à un moment on en a forcément plein, et si on n'en a pas encore signé, on en a plein qui sont en train de bientôt signer, ils ne le savent peut-être pas encore, mais nous on sait qu'ils sont. Ben, on peut dire aujourd'hui on travaille déjà avec des discussions très avancées, avec plusieurs acteurs, on est en train de bosser avec, on a des discussions très avancées avec plusieurs acteurs du marché dans lequel vous êtes, ou on a des discussions très avancées avec tel type de partenaire, et on est en train de les clôturer avec une vocation de finaliser pour le mois de mai, et on est super content parce que c'est les premiers qui vont vraiment pouvoir faire la différence sur leur propre marché ou avec leurs propres collaborateurs. Ouais. Mais c'est du marketing, on le subit tous les jours au rayon à côté, hein, dans les boîtes. Hein. Faut trouver ce qui va donner. Faut évidemment toujours raconter une histoire un peu plus jolie. On peut pitcher 20 secondes, 30 secondes, 1 minute à la rigueur. Mais essayons de ne pas rentrer dans la découverte. Parce que si on en dit trop, qu'est-ce qui se passerait en même temps si on vous disait, supposons que la personne accède à votre demande et vous dise ce qu'elle fait. Qu'est-ce que vous faisiez à la fin? Et donc le risque, c'est que si la personne, elle vous dit non, alors qu'en fait, elle aurait pu être intéressée, ben en fait, on ferme complètement. Donc on va essayer de trouver un juste milieu entre « Ah, mais ils sont 10 fois plus forts que nous hein, qu'on le fait, c'est sûr. » Non, mais c'est vrai. Ouais. Nous, ce qu'on dit, c'est que la seule chose qu'il faille vendre, qu'on veut chercher à obtenir un rendez-vous, c'est de vendre le rendez-vous. Et que ça. C'est de ne surtout pas vendre le produit ou le bénéfice avec le rendez-vous. Si on commence à vendre le produit dans l'entretien, on est fichu. Parce que c'est beaucoup trop tôt dans la démarche. Mais oui, en face, on a des gens très bien formés, et merci pour le retour, qui sont formés pour dire non. Et c'est pour ça qu'on a 10% de gens qui disent oui. C'est pour ça qu'on a bien 90% de non. Hein. Vous avez 1000 fois raison. Donc, mais le peu qui vont dire « Ah tiens, ça m'intéresse », alors dans les structures innovation des grands groupes, par exemple, ils sont plus habitués à dire oui quand ça pitche bien parce qu'ils sont plus habitués à prendre de l'information de l'extérieur. Dans les startups, on a plus facilement du oui. Et à nouveau, typiquement, si on a quelqu'un de l'innovation dans une grande entreprise et qui vous dit « Ouais, ça m'intéresse, parlons-en », je vous recommande, et plutôt de séparer la réalisation de l'entretien proprement dit. Voilà, mais après, faites votre expérience. Votre retour est très juste. Et si à un moment vous vous dites on a des meilleurs résultats quand on fait l'entretien dans la foulée, eh ben, il faut mieux rester sur ce modèle-là. La deuxième raison pour laquelle on recommande ça, c'est que ce n'est pas les mêmes niveaux de productivité et d'efficacité. C'est que si vous avez prévu 2 heures d'appel pour alimenter votre agenda en rendez-vous, si vous commencez à faire à chaque fois des entretiens, ben à nouveau, vous êtes en train de chercher des activités qui vous séparent et qui vous empêchent de faire le phoning. Parce que c'est 10 fois plus sympa de commencer à pitcher sur soi, parce qu'en fait, on parle de qui? On parle de soi. Et de son idée géniale. Donc, voilà, à affiner. Mais merci pour le retour, ça montre bien que c'est vraiment super dur. Ouais. Question là encore, oui. Oui, c'était donc pour ce premier appel, on nous a conseillé aussi de passer sur un mode presque enquête pour contourner un peu la réaction négative qu'on peut avoir face à un pitch de on fait ça pour vous, quelque chose de très frontal, et de plus chercher à faire parler la personne avant de réagir. Mais du coup, ça prend plus de temps, et comment on se positionne après sur en fait, on a cette offre.
En fait, le mode enquête, effectivement, il permet d'aller voir s'ils ont des sujets ouverts et de se dire, dans ce cas-là, quand on aura terminé l'enquête, on partagera les résultats, parce que du coup, il faut être aligné jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, si vous leur partagez qu'un seul résultat, c'est un peu moins intéressant. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut le faire peut-être sur 20 entreprises, formaliser un début de résultat d'enquête sur les 10 questions et leur dire, on vous rappellera pour vous partager les résultats. Et là, ça fait un pont conversationnel pour dire, ce serait peut-être même d'ailleurs sympa qu'on en parle, parce que nous, c'est des sujets qu'on traite. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait simplement peut-être 20 ou 30 appels réellement passés avec 10 questions, un formulaire à remplir, et à un moment, vous puissiez peut-être faire quand même quelques verbatims de réponse et quelques éléments quantitatifs qui soient un peu probants. Parce que ça va être difficile d'aller faire une enquête si à un moment la personne vous lui partagez pas les résultats. C'est pas évident de faire le pont en fait après, oui, parce qu'il voit un petit peu quand même il voit un peu le switch. Il y a la technique des 3 non, c'est poser 3 questions et s'ils répondent ou 3 oui, c'est que s'ils répondent chaque fois non. Est-ce que vous avez un service RSE? Non. Est-ce que vous est-ce que vous avez un turnover de vos collaborateurs inférieur à 4%? Non. Est-ce que c'est difficile pour vous est-ce que c'est facile pour vous de recruter? Non. Très bien, dans ce cas-là, il faut vraiment qu'on se rende compte. Donc ça, c'est une technique aussi. Je pourrais envoyer à Karel quelques fiches de techniques, ce serait trop long de les voir là, il suffit de les lire, on les comprend. Dans ce cas-là, je vous enverrai une petite boîte à outils de 2-3 slides de techniques qui viendront enrichir celle-ci. Parce qu'en général, on dit qu'il y a 3, effectivement, il y a 3 éléments. Je règle un problème, je procure une envie ou j'apporte un avantage. Si on veut avoir 3 logiques, donc c'est de se dire dans laquelle je me trouve. Est-ce que c'est plutôt envie, avantage ou problème? Envie, avantage et problème. Un client achète pour 3 raisons, soit parce que ça règle un de ses problèmes, soit parce que ça répond à une de ses envies, soit parce que ça procure un avantage. Ah ouais, d'accord. Donc, à nouveau, vous pouvez lire la littérature anglaise là-dessus quand vous avez un peu de temps. C'est soit on vend un painkiller, soit on vend de la vitamine. C'est toujours plus simple de vendre à quelqu'un qui a mal. Parce que le moteur est plus fort que le simple moteur du plaisir. Donc c'est vrai que du coup, si vous vendez une vitamine, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, c'est optionnel. Quand on a mal, on a envie que ça se règle. Donc du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut transformer en mode... un problème qu'on règle, on règle. Donc la personne, si on trouve qu'elle a ce problème, elle a envie de le régler. Si c'est une vitamine, ouais, je la prends pas. Donc c'est plus compliqué à vendre qu'on vend de la vitamine. Donc on a vu le ciblage, on a vu... Alors, les points d'approche, ça peut être de l'emailing. L'avantage de l'emailing, c'est qu'il peut servir d'icebreaker parce que quelqu'un aura plus tendance à vous répondre oui au téléphone s'il a déjà eu 2-3 interactions, quelles qu'elles soient, avec vous. Donc, vous likez un post, vous visitez son profil, vous le connectez. Et un mois, par exemple, il y en a qui font ça dans ceux qu'on accompagne. Le mois qui précède un fichier à appeler, ils les pingent pendant un mois sur différents supports. Pour qu'à un moment, à force d'avoir connecté le profil, d'avoir liké, d'avoir écrit un commentaire dans le post posté par la personne, à force, quand il va dire Pierrette Dupont, ah mais tiens, j'ai l'impression de la connaître. Parce qu'on dit que le cerveau humain, au bout de 3-4 impressions, commence à se souvenir des gens. Donc ça, c'est le scénario multicanal pour pouvoir à un moment faire du phoning, quelque chose qui soit un peu sur une terre un peu plus meuble. Il y a les campagnes d'emailing, scénario 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a qui font ça avec des outils d'emailing automatiques qui font que si ça répond oui, ça renvoie un email. Si ça répond non, ça stocke. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Donc ça, il y a des logiciels comme Mailchimp où vous pouvez paramétrer des séquences d'emails et ça envoie en masse en paramétrant automatiquement le prénom et le contenu. Comment ça s'appelle? Mailchimp. Il y a HubSpot qui fait ça, il y a tous les scénarios d'emailing, ouais. Alors c'est peut-être payant, je crois que c'est payant, ouais. C'est toutes les techniques de scénario d'email où vous rentrez une base email, vous rentrez un scénario et vous rentrez des comportements de clic ou d'ouverture. Et ça vous permet, si par exemple la personne elle clique sur votre fichier, votre lien article dans l'email, et qu'elle y reste 8 secondes, ça va le tracer sur votre adresse IP et donc du coup ça va scorer le lead et ça va renvoyer un deuxième mail une semaine plus tard en disant comme lui il est intéressé, on lui renvoie tel contenu et si lui il n'est pas intéressé, on ne lui renvoie pas et on le rappelle dans 3 semaines. Moi je ne suis pas très fan parce que l'idée qu'on va complètement digitaliser la prospection, si on vend de l'assurance en B2B à un marché de 50 millions d'habitants, oui ça marche. Parce que le rapport coût-contact, efficacité, on ne peut pas faire beaucoup mieux.
Mais quand on est dans du B2B où en plus on essaye de pitcher quelque chose qui a quand même une valeur qui n'est pas uniquement business, je ne suis pas très convaincu. Après, à nouveau, vous pouvez tester. Je crois qu'il y en a qui le font et je sais que chez Make Sense, il y en a qui font ces scénarios email, qui ont des projets qui ont été portés pour atteindre des cellules INO, des grands comptes et ils ont topé 100 responsables RH, ils ont envoyé 100 mails et il y en a 5 qui ont ouvert et ils ont eu leur rendez-vous. Pourquoi pas? Et à nouveau, il faut tout tester. Mais le fait que ça va complètement automatiser votre prospection et que magie, vous allez avoir des rendez-vous, les retours d'expérience qu'on a, c'est que ce n'est pas beaucoup plus efficace que le reste. Mais à nouveau, ça dépend peut-être aussi de ce que vous commercialisez, du projet que vous avez à tester. Il y a des outils, qu'ils font comme je crois que dans Pipedrive, vous pouvez le suivre. Il y en a un autre dont j'ai complètement oublié le nom qui s'insère directement dans le Gmail. Streak, voilà, Streak, ouais, exactement, S-T-R-E-A-K, qui s'insère directement et qui vous permet de faire des funnels automatiques. Vous remplissez les fichiers, vous les téléchargez dans Google et ensuite ça envoie automatiquement avec vos scénarios. Donc là, ça trace l'ouverture. Pas trop, ou c'est payant? C'est rapidement payant, quoi. Moi, c'est pour ça que ces approches-là, intellectuellement, je les trouve super et on nous en parle souvent. Mais quand je regarde la part du moteur, quoi, de la contribution au final au nombre de rendez-vous, je trouve que le vrai risque, c'est de perdre beaucoup de mois en se disant « génial, un jour, je vais y arriver ». Et puis 4 mois plus tard, on a envoyé 1000 mails et on n'a toujours pas eu de clic ou de rendez-vous. Donc, au moins, il faut mixer. Ouais, mais c'est ça, c'est juste Faut mixer. Dire, dans tous les gens à qui je l'ai envoyé, combien de personnes ont été- Strike est très bien pour ça, moi, je trouve. Strike, à la rigueur, au moins, ça permet d'envoyer en masse, même si on n'a pas, pas forcément tous les jours les taux de clics, ou alors on prend l'abonnement pendant 2-3 mois. Mais ça permet d'être sur un format où vous allez pouvoir démultiplier, qui est un outil qui est hyper simple. Donc Strike le fait. Après, il y en a d'autres. Vous tapez Alternative Strike sur Google et puis vous aurez les 2-3 autres solutions. Bon, je pense vraiment qu'on peut avoir d'autres outils entre la qualité du fichier, du coût humain, d'avoir bien segmenté sa cible, d'aller faire un petit peu de veille. J'ai l'impression qu'on peut mieux améliorer la qualité du fichier et donc du coup, quand on va passer les appels, avoir un peu plus de chances d'obtenir des rendez-vous. Et puis après, on peut compléter en fonction de la taille de son marché avec du… moi, je sais, je pensais à une start-up où ils accompagnaient des agences d'intérim qui recrutaient dans des métiers d'accès difficile à l'emploi. Il y en a beaucoup sur le territoire. C'est des entreprises de 0 à 10 personnes. Ils ne sont jamais contactés. Ils avaient fait des campagnes email. Ils avaient 7% d'ouverture. C'était Bim Bam Job. Et bien, eux, ils faisaient leur prospection que comme ça. Et ils l'ont développé après avec d'autres approches. Mais en tout cas, ils avaient une cible qui n'était jamais prospectée par email. Et même quand ils faisaient contact at, et ils avaient quelqu'un qui faisait tous les contacts at, qui récupérait sur tous les sites, et bien au final, ils avaient des super taux d'ouverture et ça leur alimentait leur nombre de rendez-vous toutes les semaines. Comme quoi, voilà, à nouveau, c'était un canal pour eux qui marchait. Du coup, le sujet donc des scripts, donc les scripts effectivement, donc les scripts, les pitchs d'emailing ou de phoning sont super importants. Donc je vous enverrai quelques astuces par email pour pouvoir faire suivre et puis il y aura 3-4 slides d'astuces que vous pourrez lire tranquillement. Dernier sujet qui est important, ça va être donc la quantité d'actions, on l'a vu tout à l'heure. Donc en général, on peut passer raisonnablement entre 10 et 30 appels par heure. Donc ça vous permet de faire vos règles de 3 pour vous dire si je dois obtenir 900 appels, ça fait combien d'heures d'appels à faire et donc du coup, commencer à le planifier dans vos agendas. Dernier sujet qui est important, c'est que vous allez commencer à avoir une alimentation de pipeline. Et donc là, le sujet souvent qu'on va avoir, c'est soit on n'a aucun outil, mais si on a 50 cibles, ça va. Si par contre, on commence à avoir 500, 600 cibles et qu'on commence à avoir des gens qui vous disent oui et que vous avez peut-être 20, 30 rendez-vous, si vous ne le gérez pas avec un outil, ça va être compliqué. Donc là, vous allez vous dire, on prend un CRM. Le truc, c'est que le CRM, alors il y en a des gratuits, c'est bien, mais à nouveau, il faut encore apprendre un outil. Ce que je vous conseille au début, c'est le CRM à la mano, ultra simple, une feuille blanche au milieu du bureau, format double A3. Vous coupez des colonnes, rendez-vous 1, rendez-vous 2, propal, signature. Le gros avantage, c'est que si au bout d'un mois, il n'y a aucun rendez-vous 1, vous le voyez. S'il faut ouvrir un CRM, en général, on ne s'en va pas, parce que du coup, on ne le voit pas. L'avantage de voir la grande feuille A3 découpée en 4 et avec un post-it pour chaque opportunité,
Vous mettez un post-it par rendez-vous. Si vous êtes 3 à faire du phoning, vous mettez même une couleur par personne. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper motivant. C'est que vous voyez le lundi matin, ce qui est en fait le plus important pour votre boîte, c'est d'avoir des rendez-vous. Quand c'est dans un CRM qui est une URL en ligne, ben en gros, on peut très bien passer plusieurs semaines sans aller voir l'URL. Ce qui est confortable pour tout le monde, notamment si on n'a pas de rendez-vous. Donc vraiment, le plus motivant pour tous, c'est pour partager le défi de se dire « Waouh les gars, en fait là en ce moment on en bave, on n'arrive pas à avoir des rendez-vous », c'est que ce soit visible. Donc vous mettez la feuille, vous l'accrochez au mur, et là vous mettez les post-it des rendez-vous obtenus. En plus, quand vous obtiendrez les premiers rendez-vous, c'est hyper motivant. Puis après, quand ils avancent dans la pipeline, ben, vous déplacez les post-it. Pipeline, c'est le tuyau qui prend découverte, on peut dire classiquement découverte, proposition, signature, démarrage, et puis facturation. On peut se dire que découverte, il peut y avoir 2-3 rendez-vous. Si c'est des ventes complexes, il y aura facilement 2-3 rendez-vous. Donc vous pouvez avoir découverte 1, découverte 2, découverte 3. Ensuite, vous pouvez avoir proposition 1, proposition 2. Au début, faites assez simple. Et puis après, au fur et à mesure, quand vous allez commencer à construire votre cycle de vente, ben vous allez rajouter des colonnes et vous pourrez plus facilement savoir où mettre. Mais en tout cas, je vous conseille là-dessus de ne pas le digitaliser parce que ça va vous réfugier dans l'outil. Alors que ce qui compte, ce n'est pas l'outil à ce stade-là, c'est vraiment d'avoir des premiers rendez-vous. Et c'est tellement plus sympa de le voir visuellement parce qu'à un moment, ben voilà, ça va vous donner un retour immédiat de il y a combien de rendez-vous. Il n'y a pas besoin de faire des grands tableaux et de faire une appli CRM très complexe. Là, c'est visible par tout le monde, donc c'est aussi beaucoup plus challenging, mais aussi peut-être plus motivant collectivement. Oui? Sur cette histoire de la feuille A3, il y a du coup l'outil Trello qui est quand même totalement gratuit. Qui est super. Qui répond tout à fait à cette idée de pipeline que moi j'utilise. Par contre, il faut l'imprimer. Alors, je suis hyper d'accord. Okay. Trello, génial. Par contre, il faut l'imprimer en A3. Parce que moi, en fait, tout ce que je vois, il ne l'imprime pas. Et donc, comme ça ennuie tout le monde et que c'est très générateur plutôt d'échecs, parce que c'est dur d'avoir des rendez-vous, c'est dur d'avoir des R1, c'est dur d'avoir des R2, ben, du coup, on n'a pas trop envie de voir ça. Et il faut reconnaître que de le voir affiché, donc Trello, génial. Trello, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez construire autant de pipelines que vous voulez. Et en fait, ça se déplace comme des blocs. Donc, vous prenez un bloc, vous le déplacez, vous mettez une couleur pour chaque personne, et puis vous avez juste à déplacer. Donc, c'est effectivement un super outil, je suis tout à fait d'accord. Par contre, faites un print écran et vous l'affichez de manière visible pour tout le monde, parce que c'est vraiment votre business de demain, c'est vraiment votre prospection d'aujourd'hui. Et c'est vrai que ce n'est pas fun, ce n'est pas un sujet qui est agréable, mais le fait de voir en live qu'en gros, il n'y a pas de rendez-vous, ben, c'est le meilleur moyen d'être en mode agile et de se dire on n'a peut-être pas le bon pitch, on n'a peut-être pas la bonne cible, on n'a peut-être pas la bonne quantité d'actions, et de commencer à se dire où est-ce qu'on en est. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir 2 types d'indicateurs, indicateur d'effort et indicateur de résultat. Au début, il faut plutôt avoir des indicateurs d'effort. Combien de fois j'ai fait de la prospection? Et vous pouvez vous dire, ben, je me mets un nombre d'heures et je me mets un taux d'atteinte. 2-3 indicateurs hyper simples. Et puis un jour, vous mettez des indicateurs de résultats, combien j'ai eu de R1. Puis après, vous allez commencer à piloter 2 types d'indicateurs, des indicateurs d'effort et des indicateurs de résultats, et vous allez pouvoir commencer à voir par canal ce qui marche le mieux. Si vous avez un canal qui est emailing, un canal qui est phoning, un canal qui est terrain, eh ben vous allez pouvoir dire j'ai passé 4 heures de ce côté-là, 4 heures sur celui-là, 8 heures sur celui-ci, puis à un moment, vous allez avoir les nombres de rendez-vous. Au bout d'un mois, vous allez le savoir comme ça, mais au bout de 6 mois, quand vous allez vous retourner, vous allez pouvoir vous dire en fait, ce canal-là, il est inefficace, celui-là, il ne marche pas trop mal et celui-là est génial. Donc, j'ai intérêt à investir encore plus sur celui-ci. Essayez, moi, il y a un truc de start-up que je trouve super important, c'est d'écrire tous les soirs ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Au bout d'une semaine, ça n'a aucun sens. 3 mois plus tard, c'est incroyable comme vous aurez appris. Et quand vous allez relire ces petites phrases au bout de 200 jours, au bout de 100 jours, vous aurez écrit sans vous en rendre compte pourquoi la recette marche et qu'est-ce qui fait qu'elle ne marche pas. Et ça prend 5 minutes tous les soirs. Alors que si vous ne le faites jamais et que vous le gardez pour vous parce qu'on a tous notre vie, et bien dans 3 mois, vous serez incapable de ressortir plus que 4-5 enseignements, mais vous n'en ressortirez pas 20. Et parfois, le coup de l'agriculteur est de se dire si la météo à 6h30, et bien ça, si vous écrivez tous les jours tout ce que vous observez, un jour, vous allez relier des points entre eux, et là, la photo, elle va prendre du sens. Donc, dans votre travail d'itération, et parce que c'est ingrat la prospection, parce que vous allez beaucoup craquer le code, pour prendre une expression de cette activité qui est comment est-ce qu'on va trouver le chemin le plus intelligent vers ma cible,
Eh bien, en fait, c'est souvent des actions isolées de plusieurs personnes qui un jour vont prendre du sens entre elles parce que 2 personnes vont voir un comportement isolé et en lisant ensemble, vous allez vous dire, mais en fait, le truc, c'est que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Et là, vous allez passer un cap. Et le cap, il est évidemment tout sauf linéaire. Il y a un moment, il y a vraiment des vraies marches qu'on franchit. Donc, le fait d'écrire tous les soirs sur un Trello, dans un espace commun, voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. À la rigueur, quelle que soit l'activité de la journée, hein, que ce soit le delivery, la prospection, la fidélisation, n'importe quoi. Le fait d'écrire, et notamment pour la prospection, parce que c'est ingrat et qu'on est souvent en aveugle, eh ben, ça vaut le coup de dire tous les jours, je capitalise sur ce que j'ai appris. Que ce soit des choses qui n'ont pas marché ou des choses qui ont marché. Ça vaut vraiment le coup. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet un peu CRM? En tout cas, l'idée sur le sujet CRM, c'est rentrer pas par l'outil, parce que très souvent, à nouveau, c'est un bon moyen de se dévier de l'objectif. Je fais le CRM, c'est génial, c'est joli, je sors des graphiques, mais à la fin, il y a un seul truc qui compte, c'est est-ce qu'il y a des rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Je regarde juste en même temps. 19h59. On est pas mal du tout. Les indicateurs, on a vu. Donc faites des indicateurs simples, 3-4 indicateurs simples, et ça vous permettra de savoir. Et puis vous les regardez toutes les semaines, et puis vous partagez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres choses? On a à peu près tout couvert sur nos fameuses quantités d'actions, nos cibles, l'orientation de notre effort. Et puis la qualité de l'effort, qui est vraiment le sujet du pitch et de comment est-ce que je vais obtenir le rendez-vous. Je vous enverrai un peu de contenu en PDF pour que vous ayez un peu plus de tips, d'astuces pour passer les barrages. Ok, donc ça c'est un super tip. Voilà, typiquement, ça c'est le truc qu'on marque tous les jours. Puis un jour on se dit en fait il y a vraiment une heure qui est fabuleuse. C'est entre midi et 2. Et dans ce cas-là, ça veut dire que effectivement, on met les efforts de prospection, l'heure, midi 13h, une autre 13h14. Et ça n'a pas de valeur comme prise de conscience, c'est magique. Ouais, ça change tout. Donc super retour d'expérience qu'on trouve à force d'itérer, d'essayer de comprendre. Et puis un jour on dit tiens, là il y a vraiment un truc qui marche mieux. C'est pareil dans les pitchs. Les pitchs, il faut en essayer plein. Puis à un moment on se dit tiens, là ça passe mieux, là ce mot-là il passe mieux, ils le comprennent mieux. Ça rebondit, je sens tiens, ça a tilté. Et un jour on se dit tiens, et le pitch, vous allez avoir 12 versions de votre pitch. Parce qu'à un moment, vous allez le faire progresser à chaque appel. J'ai souvent entendu que les secteurs de la santé, pour le coup, c'est des gens très pris, c'est des gens qui n'achètent pas comme les entreprises. Et donc, la capacité à les joindre, vous n'allez pas joindre un chirurgien qui est dans sa salle d'opération, vous n'allez pas joindre une dentiste qui est en train d'opérer. Donc, par exemple, il y a des secteurs où si vous n'allez pas physiquement faire toc-toc ou vous rendre en rendez-vous, c'est compliqué de bloquer un rendez-vous d'une demi-heure. Parce que ce n'est pas des gens qui sont dans un bureau et qui n'ont pas d'autre activité que la leur. Quand ils ont une patientèle dans le secteur hospitalier, ils ont du mal à s'en sortir. Donc c'est vrai que souvent, j'ai un client auquel je pense qui vend à des hôpitaux. Lui, il me dit si je n'y vais pas, je ne ferai jamais de business avec eux. Si je leur propose des rendez-vous téléphoniques, ils n'accepteront jamais. Donc là, exception à la règle, à un moment, je pense pour le coup, en tout cas dans un temps donné, il faut expérimenter de se dire je fais 4 rendez-vous en physique et je vois ce que ça donne. Mais effectivement, c'est un secteur un peu particulier où là, pour le coup, la visite terrain est hyper importante. D'autres questions? On est bon? Il n'y a plus qu'à? Good luck. Merci.